Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Joies du sport. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle invitée, Lee Jenkins, qui va nous parler d'ultracyclisme et notamment de ses 3 prochaines courses qui, à elles trois, vont rassembler 2300 km. Et bon, ça, je vous en dis pas plus pour le moment. On va déjà aller à la rencontre de Lee. Salut Lee, comment tu vas? Ça va très bien, merci Alexandre. Et toi? Eh écoute, parfait. Je me suis un peu trompé sur la distance parce Oui. que effectivement, ça va faire beaucoup de kilomètres à préparer pour ces 3 aventures distinctes. Mais avant tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et nous dire quel a été le premier sport qui t'a passionné? Alors, je m'appelle Lee, comme tu l'as dit. J'ai 43 ans. Je vis à La Réunion depuis 18 ans maintenant. Je suis cycliste ultra-distance depuis 3 ans maintenant. Et mon premier sport a été la danse classique. Rien à voir. J'en ai fait pendant 20 ans. Je suis une passionnée de sport en général, mais la danse classique, c'était vraiment une passion et je voulais en faire mon métier. Voilà. Et à l'âge de 22 ans, je me suis blessée et j'ai dû faire une croix sur cette pratique et du coup sur mon avenir. Voilà. Après, par la suite, j'ai découvert plein d'autres sports, mais depuis 3 ans, c'est le vélo. Et il y avait eu d'autres sports qui t'avaient attiré, vraiment où tu t'es mis à fond dedans, même si tu avais peut-être lâché après. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines comme ça? Il y a eu le snowboard parce que j'ai vécu 3 ans en Savoie et l'escalade. Et après ces 3 années où j'avais découvert ces disciplines, je suis partie vivre à Mayotte. Donc du coup, c'était plus possible de faire du snowboard, un petit peu d'escalade, mais pas de snowboard. Et après 3 ans à Mayotte, je me suis installée à La Réunion où j'ai pu continuer l'escalade. Et puis après, il y a eu l'arrivée des enfants. Et puis au fil des années, j'ai un peu mis le sport de côté pour pouvoir être présente pour les enfants. Et alors, comme tu l'expliquais, qu'est-ce qui a fait du coup que tu t'es remis dans le sport? Là, on parle quand même d'ultra-cyclisme, c'est-à-dire que pour préparer des courses d'ultra, on fait pas des sorties de 45 minutes, 1 heure et demie. Des fois, c'est des formats un peu plus longs. Donc, qu'est-ce qui t'a fait passer du tout au tout? Alors, faut dire que je suis quand même toujours dans l'extrême. Je suis incapable de faire quelque chose de façon raisonnable. Voilà, quand je faisais de la danse classique, c'était 20 heures, entre 20 et 25 heures de danse par semaine. Voilà, en fait, j'ai grandi avec cette discipline et avec cette, cette grosse charge de sport. C'est vrai que ça a été assez frustrant pendant toutes ces années où je me suis un peu oubliée pour les enfants. Et quand j'ai découvert le vélo, j'ai eu l'impression de renaître, en fait, de revivre cette sensation que j'avais quand je faisais de la danse classique à haut niveau. Et, euh, et ouais, je suis retombée un peu dans mes travers, en fait. Dans enfin, les excès du sport, pas Ouais, forcément, mais en tout cas dans dans les les, gros volumes. c'est ça. Et tu m'avais demandé comment j'avais commencé le vélo, c'est ça? Qu'est-ce qui m'avait fait Oui, commencer le vélo? qu'est-ce qui t'a mis en tout cas, qui t'a mis au vélo, qu'est-ce qui t'a poussé en tout cas Bah, à alors en fait, passer ce cap-là? j'ai jamais fait de vélo. Alors, gamine, j'en faisais. J'avais un petit VTT pour aller au collège, mais j'avais quoi, 600 mètres pour aller au collège. Donc, j'ai jamais vraiment fait de vélo. J'ai toujours eu un vélo, mais c'était pour faire du vélo avec les enfants. C'était voilà, c'était vraiment du vélo loisir sur des petites distances. Voilà, c'était juste pour être en sport d'extérieur. Et donc, il y a 3 ans, j'ai une amie qui me dit ah, ça te dirait pas qu'on fasse le tour de la Réunion à vélo? Alors sur le coup, je lui dis: «Ah oui, pourquoi pas?» Après c'est vrai que j'adore les défis, donc tout de suite j'ai pas dit non. J'ai réfléchi, je lui ai dit: «Bah oui, pourquoi pas? Ça fait combien de kilomètres? En combien de jours tu veux le faire?» Et je lui ai dit: «Mais par contre moi mon vélo c'est un vieux VTT, vraiment d'entrée de gamme quoi et je suis pas sûre que je suis capable de faire le tour de l'île avec ce vélo». Donc en fait l'idée mûrit, mais elle me tente bien. Et quelques jours après, je lui dis ok, allez, on se lance. Mais quelques jours après, je suis allée acheter un vrai vélo. Voilà. En fait, voilà, je suis dans l'excès et j'adore les défis, donc je me suis acheté un vélo de route d'entrée de gamme, un spé, et je crois que je suis tombée amoureuse tout de suite. J'ai Et commencé par 20 kilomètres et je me suis dit non mais j'adore. C'est la sensation, le fait de bouger mon corps, ouais, de ressentir l'effort en fait. Ça m'avait manqué. Et ce qui est marrant, c'est quand même que tu t'es passé directement sur un vélo de route où là où la plupart des gens souvent achètent un VTT, un VTC, enfin quelque chose ou un vélo de ville, quelque chose plutôt avec Mhm.
un peu plus gros, un peu plus large, un peu plus confortable entre guillemets, parce que souvent des fois il y a des suspensions ou des pneus larges qui amortissent un peu voilà les aspérités de la route. Et toi, tu es parti directement Ouais, du coup c'est sur vrai. le vélo. Bon, c'est vrai que ça correspond à l'objectif, en tout cas au défi que tu t'étais lancé avec ton ami. Mais c'est vrai que c'est pas commun quand même. T'as pas eu Mais en plus, t'as c'est drôle, eu hein. des appréhensions ou autre? Bah, non, mais c'est drôle que tu dises ça, parce que c'est vrai que je me suis jamais posé la question de pourquoi tout de suite je me suis acheté un vélo de route. J'aurais pu prendre un gravel, en fait, qui était beaucoup plus adapté, peut-être pour le bikepacking, parce que là, en plus, on partait sur un bikepacking, on partait sur 3 jours de vélo pour faire le tour de l'île. Le tour de l'île, il fait 220 kilomètres. C'est vrai qu'au départ, pourquoi j'ai pris un vélo de route? Franchement, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est l'idée qui m'est venue de suite. Et puis, bah, voilà, j'ai pris un vélo de route et finalement, je me suis pas trompée, puisque c'est vraiment ce vélo-là dont j'ai besoin pour faire mes courses. Mais Oui, entre-temps, j'ai du coup, changé de c'est vrai vélo quand même. que ouais, ce que j'allais dire, je pense qu'entre-temps, c'est possible que tu aies changé de vélo, puis même en termes d'équipement, hein, c'est sûr que tu as dû étoffer un peu ce vélo. Et là, on va parler donc dans cet épisode quand même de 3 prochaines courses, mais avant toute chose, donc c'est pas tes premières courses que tu vas réaliser là. Tu as déjà mis des dossards en ultra, et je veux savoir bah, Oui. quelle était la première course, pourquoi tu avais en tout cas signé pour ce dossard-là, et quelles étaient quand même tes premières impressions sur le fait de passer du côté loisir longue distance à quelque chose en tout cas avec un dossard. Alors, je sais pas si tu voyais ça au début comme une compétition ou autre, mais en tout cas avec un dossard et avec tout cet esprit un peu course qui va avec. En fait, ce qui s'est passé avec ce défi que mon ami m'a lancé, c'est que moi, je lui ai dit, tu me laisses 6 mois pour me préparer, pour être en condition, parce que j'avais pas envie non plus de me lancer sur autant de kilomètres. Pour moi, c'était complètement l'inconnu. J'avais jamais fait plus de 20 kilomètres. Donc je lui ai dit, bah, laisse-moi 6 mois, on se prépare toutes les deux de notre côté, et on se le fait sur 3 jours, ce tour de l'île. Bon, finalement, on l'a fait en 2 jours. Euh, mais sauf que moi, pendant ces 6 mois de préparation, je suis complètement devenue accro. J'ai commencé à augmenter les distances. Moi, le premier tour, ce tour de l'île que j'ai fait avec mon ami, j'aurais pu le faire en une journée, en fait. J'étais, mais vraiment à fond. Et pendant ces 6 mois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire après ce tour de l'île? Moi, je vais pas m'arrêter là. J'étais vraiment devenue vraiment très amoureuse de la discipline et j'ai besoin d'un objectif. C'est surtout ça le truc, c'est que je peux pas faire du sport pour faire du sport. J'ai besoin d'avoir quelque chose qui me booste et qui me pousse à m'entraîner. Et donc du coup, j'ai commencé à écouter des podcasts, à regarder sur internet ce qui se faisait, parce que je me sentais pas de faire du vélo de course comme on peut voir les week-ends, les critériums, les courses contre la montre. Voilà, j'ai 43 ans, j'avais 43 ans quand j'ai commencé le vélo. Je me voyais pas faire de la compétition comme ça, mais j'avais des envies en fait. J'avais envie de me challenger. Et sur un podcast, j'ai entendu justement une nana de la Réunion qui avait fait la Race Cross France 2500 km. Et à la fin de l'épisode, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux faire. Alors peut-être pas du 2500 km, mais la longue distance, je me suis dit, mais pourquoi pas me challenger là-dessus? Et j'ai contacté cette fille qui est à La Réunion. Du coup, on a roulé ensemble, c'est rigolo, et on est devenus amis. Et donc du coup, je me suis dit, bon allez, je me trouve un objectif, et je me suis dit, bah tiens, je vais faire la Race Cross. Alors à la base, j'étais partie pour faire la Race Cross 500, la Race Cross France 500. Et puis, de fil en aiguille, sur les réseaux, j'ai commencé à discuter avec des nanas ultracyclistes. J'ai commencé à discuter avec Elsa, je crois que tu as interviewé, Oui, Elsa c'est juste. Lagarche. J'ai déjà reçu sur le podcast avec Noélie. Voilà. Donc du coup, on a commencé à discuter un peu sur les réseaux et elle me dit oh mais non, lance-toi sur le 1000 venant de la Réunion, ça te fait beaucoup de déplacements juste pour un 500, allez inscris-toi sur le 1000. Et en fait, je me suis laissée embarquer par son enthousiasme et donc je me suis inscrite à un 1000 km en ayant commencé le vélo seulement 18 mois auparavant. Donc en fait, je me suis lancée sur un 1000 km avec seulement 18 mois de vélo. Et je me suis pas lancée non plus comme ça, hein. J'ai pris un coach. Donc j'ai pris un coach 4-5 mois avant la course. Et quand je lui ai parlé de mes objectifs, il m'a dit ouh là là, tu sais, un corps de cycliste, ça se construit en 3-4 ans. Là, tu t'embarques quand même sur quelque chose de costaud. Il me dit, je veux bien te préparer, mais je te prépare pour franchir la ligne d'arrivée, peut-être hors temps, mais voilà, te fais pas des plans sur la comète. Donc je lui dis, ok. Bon, il avait raison, hein. Il avait raison parce que je me suis lancée sur cette course. Il m'est tout arrivé. Je crois que je peux pas faire pire. J'ai eu mes menstruations dès le premier jour.
J'ai commencé à avoir mal aux deux genoux, surtout à un genou au bout de 12 heures. J'ai fait le Tourmalet avec une jambe. Je pédalais que d'une jambe. J'ai fait tellement j'avais mal. Finalement, j'ai tellement compensé avec l'autre jambe que j'ai fini par avoir mal aux deux genoux. Je me suis strappé les genoux et j'ai attrapé la coqueluche pendant la course. En fait, je l'avais contractée avant, mais je l'ai déclarée pendant la course. Parce que j'étais arrivée une semaine avant en métropole en me disant je vais me reposer, je vais pas travailler parce que je suis infirmière, donc je me suis dit comme ça je serai loin des microbes, je ne vais pas tomber malade. Et en fait, ma nièce avait la coqueluche et on ne le savait pas, et je l'ai déclarée pendant la course. Donc j'ai tenu, deuxième jour j'ai commencé à être malade, à tousser, troisième jour ça s'empire, quatrième et puis j'ai fini par abandonner à 900 km, donc j'étais pas loin non plus de la ligne d'arrivée. Alors c'était pas à 1000 km, c'était un 1126 ou 1150 km, il y avait un peu plus. Donc j'ai abandonné à 900. Puis il m'arrivait des péripéties, c'est arrivé en haut du Mont Ventoux, on nous a demandé de redescendre parce qu'il y avait trop de vent, il y avait des rafales de 150, j'avais été éjectée du vélo. Donc on était deux participants à être redescendus, on a redescendu du Mont Ventoux pour remonter. Donc on était monté par Malocène, on a dû redescendre pour remonter par Bédouin. Ça m'a achevé. Et à partir de là, quand je suis allée à la base de vie à Sault, j'ai dit stop, j'arrête. Je peux plus, je sens que je mets ma santé en danger avec la coqueluche. Après ça, c'est peut-être aussi le bon côté d'être infirmière, c'est que je j'avais pas envie de prendre de risques et je savais quels pouvaient être les risques si j'allais plus loin en fait. Voilà, là je me suis rappelé, je suis maman, j'ai deux enfants, c'est bien ce que je suis en train de faire, c'est un beau challenge, mais je vais pas mettre ma vie en danger quoi. Bon, déjà, faire, même si t'es pas allé au bout de cette épreuve, déjà réaliser les 900 kilomètres avec 2 fois le Ventoux, Mm. des douleurs et tout, Le c'est-à-dire que tour même manège. mentalement, t'étais quand même préparé, quoi, surtout. Et, Parce que et c'est ben vrai c'est là que que je me tu aurais suis pu rendu arrêter compte. déjà bien avant. C'est ça. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, j'avais du mental et que c'était peut-être mon atout. Parce que c'est vrai que Voilà. ça te fait quand même une sacrée performance. Mais ce qui est marrant, c'est que quand même sur si je dis pas de bêtises, mais Race Cross France, il y a quand même un plus petit format qui est en dessous de 500, je crois, c'est 300 kilomètres. Mhm. Pas Ouais, mal de gens commencent l'ultra par là. Donc déjà 500 kilomètres, ça fait déjà un bon format. De là à partir ouais. sur le 1000, bon après c'est sûr, ça rentabilise le voyage, le Mhm. trajet, mais ça faisait déjà Mhm. sacrément costaud. Bon après c'est que là, tu as manqué un peu de chance. Par contre, la douleur au genou, elle est venue de quoi? D'une mauvaise position sur le vélo ou c'était l'effort juste répété qui a Non, causé pas la ça? position du vélo. Non, je pense pas que ce soit la position du vélo parce que j'avais fait une étude posturale. Mais je pense que. Alors, j'avais pas fait d'entraînement avec le vélo chargé, donc ça change vraiment la donne, hein. Quand t'as ton vélo chargé, c'est pas du tout le même effort, tu sollicites beaucoup plus au niveau en force. Et en plus, le parcours donc de 1000 km il y a 2 ans, c'était départ de Anglette, donc on faisait l'arrière Pays Basque, les Pyrénées. Et là, franchement, je me suis dans les premiers 50 km, il y avait des pentes à 18%. J'avais jamais roulé sur des pentes de 18%, et encore moins avec un vélo chargé. Donc en fait, ça a été une sursollicitation directe, en plus avec la nuit, parce qu'on commence avec c'est un départ de nuit, donc déjà tu pars fatigué. Il y a le froid. En fait, moi je vis à La Réunion, il fait très chaud, donc là j'ai été confrontée au froid. Bah, voilà, le stress, la fatigue, la charge qui était pas habituelle, et ouais, direct les genoux ont pris. Mais beaucoup, hein, parce que j'ai beaucoup échangé avec les participants, et beaucoup ont très mal dès le départ en fait. Alors je sais pas Mais il me pourquoi. Est-ce semble que que, si je dis pas de bêtises, en fait, c'est sur la même édition où j'ai eu Elsa et Noélie pour le 2500 kilomètres. ouais. Il me semble que J'étais c'est sur ce même format-là. Et il me semble que Elsa avait eu des Elle douleurs a eu mal. à un genou également. Mm. Elle a eu mal Si jusqu'à je dis pas Anglette, de elle. bêtises. Mm. Et après, c'est passé, je crois. Donc c'est ce qui me semble. Mais effectivement, ouais, donc déjà, ça faisait quand même une sacrée expérience pour un premier. Et à la fin, tu t'es dit quoi? Tu te dis, bon, c'est bon, je reste, je fais le tour de la Réunion, ça ira très bien comme ça. Ou tout de suite après, tu te dis, bon, peut-être recommencer sur un format plus petit ou retenter sa chance sur un 1000. C'était quoi l'état d'esprit quand tu as abandonné après l'abandon ou une semaine après? Et ben, tu vois, alors déjà, ce qui a été très, alors pour m'inscrire pour m'inscrire pour cette course, il fallait que je valide un 500 km.
La race cross était au mois de juin. Au mois de septembre, donc bien avant, hein, ça faisait même pas du coup 9 mois que je faisais du vélo, j'ai fait 500 km. J'ai fait 2 fois le tour de la Réunion et un peu plus. Ça m'avait... alors, c'était horrible, mais je voulais tellement m'inscrire que je l'ai fait. Et donc, du coup, je me dis, bon, bah, si je suis capable de faire 500, bah, je suis capable de faire 1000. Mais c'est sûr que, voilà, physiquement, j'étais quand même pas prête, hein. Donc, voilà. Donc, après la course, non, je me suis... Au contraire. Alors, après la course, beaucoup m'ont dit, ah, bah, t'as perdu. Mais en fait, à aucun moment, j'ai ressenti une défaite, en fait. Pour moi, c'était une victoire qu'après 18 mois, j'ai réussi à faire 900 km, que j'ai réussi à dépasser la douleur, le fait d'être malade et de pouvoir continuer en fait. Bon après j'avais des personnes derrière moi qui me motivaient, hein. J'avais une personne ressource, ma kiné, qui était derrière moi et qui était à l'écoute et qui me reboostait. Mais quand j'ai fini cette course, j'étais triste d'avoir abandonné, mais contente parce que pour moi j'avais gagné énormément en fait. J'avais appris sur moi. Je m'étais rendu compte que j'étais capable, que j'avais le mental pour, que j'avais aimé malgré tout ça, hein. C'était d'avoir vu des beaux paysages, d'avoir rencontré la communauté d'ultracyclisme. Non, pour moi, c'était génial. Donc, quand j'ai terminé, je me suis dit, bah non, l'année prochaine, je me relance et je me réinscris et je franchis la ligne d'arrivée. Et Ouais. là, tu dis, je fais ça pour l'année prochaine. Dans les faits, c'est ce que tu as fait ou pas après? Si Bah oui, je me suis tu t'es réinscrit pour remise, l'année ouais, d'après. tu t'es réinscrit et ça s'est passé comment Ouais. alors? Bah alors là, les doigts dans le nez. Ça a été, je me suis très bien préparée avec mon coach. Du coup, bah là, j'avais une année de plus dans les jambes, donc un physique qui se construit. Et là, mon coach, il a été obligé. Et mon coach vélo et ma prépa, donc ma kiné, qui est également ma préparatrice physique, ont été obligés un peu de me freiner parce que j'étais tellement bien que je voulais pas m'arrêter en fait. Donc le premier jour, moi je voulais aller jusqu'à 400 km et à 350, 360 km, ils m'ont dit allez stop, tu vas dormir maintenant. Moi j'étais partie pour faire une perf et eux ils m'ont dit non. Cette année, le but c'est que tu la franchisses cette ligne d'arrivée. Il n'y a pas de podium, il n'y a pas de perf, il n'y a pas de machin. Donc ils ont été obligés de me canaliser un peu. Sur le coup, je hurlais sur mon vélo en me disant mais pourquoi ils veulent pas que j'avance? Et je les remercie aujourd'hui parce que grâce à eux, en fait, ça m'a permis de vivre une course extraordinaire. Je n'ai absolument subi à aucun moment. Alors j'ai eu une petite douleur au genou pendant 12 heures, mais qui a fini par passer. Et j'ai kiffé tout en fait. Alors j'ai roulé la course, donc elle faisait 1000 km et 17 500 je crois de dénivelé positif. On avait 5 jours pour la faire. Je l'ai faite en 4 jours et demi. J'aurais pu la faire en 4 jours, mais il y a Elsa qui m'a dit est-ce que tu veux arriver de nuit et il y aura personne et pas d'ambiance, ou est-ce que tu veux arriver de jour où il y aura du monde et que ça sera top? Je lui ai dit bah non, je préfère arriver de jour et que ce soit top. Elle m'a dit bah dors encore une nuit puis t'arriveras demain matin tranquille. Donc voilà, j'aurais pu la faire en 4 jours, mais je l'ai prise vraiment un peu comme un bike trip en fait, hein. Je prenais le temps de manger au resto le soir, de dormir, de faire une nuit correcte. Alors il y a la première nuit, vu qu'on fait un départ de nuit, on fait une première nuit blanche, mais après les 3 autres nuits, resto, Airbnb, voilà. Donc ça s'est très très bien passé. Je suis arrivée, j'ai franchi la ligne d'arrivée fraîche. Franchement, j'étais nickel et trop trop contente quoi. Voilà, donc vraiment C'était une super meilleure expérience, c'était perception en tout génial. cas de l'expérience, quoi. L'expérience C'est ultra, ça. c'était... Bon, là, j'imagine que quand tu as galéré sur la première édition, tu as re-signé pour un autre. Donc là, avec une expérience comme celle-ci, il n'y avait aucun problème pour aller re-signer pour d'autres courses. Justement, c'est l'occasion un peu de parler de tes trois courses là, pour 2026, en tout cas qui vont s'enchaîner assez rapidement. Donc il y a la Race Cross Portugal 1000 km, l'Ultra Biking 300 à La Réunion et la Race Cross Mhm. France 1000 km. Est-ce que tu peux me Mhm. dire qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ces trois courses? Alors, l'ultra biking, je l'avais déjà fait l'année dernière aussi. Je l'avais faite en entraînement. Alors, c'est pas vraiment une course, hein. Ils l'ont pas déclaré en course ici à La Réunion, ils l'ont Ok, déclaré en randonnée. Donc, il y a une 300 km, mais il y a pas mal de dénivelé, hein. 335 km et 6005 de D+. ok. Et il y a une 500 aussi, avec 10 000, je crois, de dénivelé.
C'est à 1 mois et demi de la Race Cross France. Donc l'année dernière, je l'avais faite en entraînement. En fait, voilà, en week-end choc avant la Race Cross France. Donc je la refais cette année, pareil. Par contre, là, je vais la faire en duo avec un camarade. Donc pareil, je me la fais en entraînement avant la Race Cross France. Donc ce qui se rajoute en plus cette année, c'est la Race Cross Portugal qui a lieu dans 15 jours, un peu moins de 15 jours. En fait, depuis cette année, j'ai été nommée ambassadrice Race Cross Series. Et donc du coup, c'était l'occasion de faire une course supplémentaire. Et étant donné que la Race Cross Portugal, c'est une première édition, je me suis dit que ça serait sympa de la faire. Voilà. Et je me suis dit que ça serait aussi un bon entraînement pour la Race Cross France, puisqu'il y a un peu moins de dénivelé que pour le format France. Voilà. Au niveau de ces courses-là, est-ce qu'il y a quelque chose là par rapport, en tout cas, est-ce que l'enchaînement ou une course en particulier, il y a une particularité qui pourrait te faire peur ou en tout cas te faire poser un peu plus de questions ou te mettre un petit peu de doute dans ta préparation ou en tout cas l'anticipation de cette course-là? Il y a beaucoup de choses là qui me dans ma tête en ce moment, c'est un peu la je sais pas comment dire, c'est le trouble. C'est vrai que m'inscrire à cette course au Portugal fin mars, c'est vrai que c'est tôt dans la saison. Donc du coup, j'ai quand même une prépa qui est plus courte. Et contrairement à l'année dernière, j'avais une stratégie différente, c'est-à-dire que j'avais travaillé, je suis infirmière libérale remplaçante, donc je peux un peu moduler mon emploi du temps, et j'avais travaillé à 150% pendant 6 mois, jusqu'au mois de décembre, et à partir du mois de janvier pour la prépa, j'étais passée à 75%. Et donc les 4 mois de prépa avant la Race Cross France, j'avais énormément de temps pour m'entraîner et je ressentais pas la fatigue que je ressens aujourd'hui. Alors là, la prépa elle est plus courte, mais en plus je travaille à 100%. Donc du coup, j'ai moins de temps. En fait, j'ai moins de temps de récup. C'est-à-dire que j'ai autant de temps pour m'entraîner, mais j'ai beaucoup moins de temps de récup et je le sens, je suis fatiguée. Je suis un peu plus fatiguée. Après, il y a les enfants, hein, le quotidien. C'est ouais. Donc là, ouais, je sais pas si c'était une bonne idée de m'inscrire à cette course parce que là, je me sens fatiguée. Après, c'est normal, je viens de finir un gros bloc et là, je suis en phase d'affûtage, donc peut-être que du coup, c'est peut-être voilà, c'est peut-être normal. Mais c'est vrai que je me sens moins en forme que l'année dernière. OK. Ouais, je vois. C'est que les sensations sont un peu en tout cas, sont différentes Ouais. et après, comme tu dis, à voir en fonction, bon, bah, après avec l'affûtage et bah, les quelques jours vraiment avant la course, voir Ouais. à ce moment-là comment tu te sens. Bon, ça sera l'occasion de toute façon de l'épisode débrief qui aura lieu après, bah, ces 3 courses-là pour, voir un peu comment, ça s'est passé, en tout cas cet enchaînement. Je voulais Ouais. également revenir, sur un point, faire un petit aparté, parce que dans le podcast en tout cas, je demande à chaque invité un petit peu savoir comment il concilie, le sport, travail, famille, parce que c'est quelque chose qui est pas toujours, évident suivant, bah, évidemment, le travail qu'on a et bah, la famille, si on est avec un conjoint, des enfants. C'est des choses, pas évidentes, que j'ai moi-même personnellement rencontrées. Donc des fois, on doit faire un peu des choix ou au moins des ajustements et tu avais dit justement que pendant un temps, tu pouvais pas, consacrer en fait tant d'heures de sport ou en tout cas, tu t'autorisais peut-être pas à le faire. De quel élément a changé pour que tu puisses intégrer ou tu choisis en tout cas d'intégrer, le côté sport qui soit un peu plus présent en tout cas dans ton quotidien? Bah, c'est vrai que quand tu as des enfants en bas âge, c'est compliqué en tant que maman de se libérer du temps. Puis alors moi en plus avec mon métier d'infirmière, déjà je travaille 2 week-ends par mois, donc c'est vrai que tu culpabilises les 2 autres week-ends de pas les passer en famille. Et mais je pense que c'est une erreur parce que du coup c'est cette culpabilité qui nous empêche de faire des choses pour nous. Alors que c'est hyper important, je trouve maintenant avec le recul, de prendre soin de soi et de faire des choses qui nous plaisent pour être une meilleure maman en fait. Quand tu te sens mieux dans ta peau, t'es une meilleure maman. Mais il m'a fallu quelques années pour le comprendre. Après, avant de commencer le vélo, j'avais quand même commencé à faire un peu de renfo, du yoga, des choses comme ça. Et du coup, je le faisais à la maison. Et donc, je disais toujours aux enfants, bah, maintenant, c'est mon moment à moi et vous me dérangez pas pendant ce moment-là. Donc, j'avais déjà commencé à intégrer un peu cette façon, ces valeurs, en fait, à leur faire comprendre que je suis pas forcément disponible pour eux tout le temps. Et en fait, je pense que quand j'ai commencé le vélo de façon progressive, tout s'est fait naturellement et ils ont finalement compris que j'en avais besoin.
et peut-être que j'étais une meilleure personne depuis que j'avais du temps pour moi. Alors c'est vrai que du coup l'ultra c'est très très chronophage et que du coup maintenant c'est quand même il faut que je jongle avec mon emploi du temps pour pas non plus que ça empiète trop sur les moments en famille. En plus, moi j'ai un fils qui a 17 ans qui est sportif de haut niveau, donc il a aussi des compétitions le week-end. Voilà, c'est vraiment ouais, faut jongler avec les emplois du temps de chacun. Donc l'avantage que j'ai, c'est que j'ai quand même pas mal de jours de repos dans la semaine, étant donné que je travaille les week-ends. Donc voilà, je roule au maximum les jours de semaine quand ils sont à l'école. Et puis vu qu'ils sont assez grands, donc mon fils a 17 ans, donc il est assez autonome et tout ça, et ma fille a bientôt 12 ans. Pareil, elle est beaucoup plus autonome, elle a moins besoin de moi. Donc voilà, maintenant je culpabilise beaucoup moins de les laisser. Voilà. Après, mon conjoint, je crois il a abandonné, en fait. Il me laisse faire. Voilà. Il cherche pas. Il cherche pas. Après, c'est ça qui est cool, c'est qu'il me fait aucun reproche. Voilà. Il sent que j'ai besoin de ça, que je m'épanouis là-dedans et il me fait pas de reproches. Voilà. Et J'ai de la du chance. coup, il y a la question un petit peu qui est liée à ça, c'est, je veux savoir si c'était ta famille ou des amis, tu as réussi à impliquer un peu des gens dans ce projet-là et des gens qui te suivent, qui t'encouragent dans ces aventures-là. Alors, avant chaque course, j'active mon groupe WhatsApp où j'ai justement tous les membres de ma famille et mes amis proches dessus. Comme ça, je partage directement avec eux pendant la course. Bah, les 2 semaines avant la course et pendant la course, et comme ça, ils peuvent m'envoyer des messages d'encouragement s'ils le souhaitent. Et voilà. Après, j'ai ma maman, ma sœur et mon papa qui sont derrière moi. Et puis mes amis très proches. Mais après, par rapport à ma famille, je pense que vu que on est tous sportifs, on a chacun notre discipline qui est totalement différente. C'est une norme à la maison. Voilà, c'est une norme qu'on fasse chacun notre sport. On n'est pas, je sais pas comment te dire. On n'en parle pas en fait. On vit notre truc, mais c'est pas, ça empiète pas. En fait, nos passions n'empiètent pas dans notre vie en fait. Je sais qu'ils sont là pour moi, mais ils sont pas plus investis que ça parce qu'on est, je sais pas comment t'expliquer, c'est quand vraiment on est une famille de sportifs. Notre fils, on est là pour lui pour ses compétitions, mais on y va maintenant qu'il est plus grand, on n'y va pas forcément tout le temps. C'est voilà, ça fait partie de notre habitude, de notre quotidien en Oui, c'est fait. C'est comme par exemple dans le mon sens travail, j'en parle où, pas. voilà, c'est intégré, enfin, c'est quelque chose presque, entre guillemets, une normalité. Le sport, c'est pas quelque chose qui C'est change ça, l'ordinaire du quotidien, en tout cas familial. Donc c'est vrai que en exactement. soi, il n'y a pas besoin pas besoin d'en faire des caisses. Je vois un peu, en tout Voilà. cas, l'idée, ouais. Oui, voilà, c'est comme notre Euh, travail. Moi, je parle pas forcément de mon travail à la maison. Mon mari non plus, il me parle pas de son travail. Bah, on en parle, mais sur des petits moments, c'est pas quelque chose qui prend toute la place. Parce que si notre sport, par exemple, mon fils qui fait aussi 20 heures de natation par semaine, voilà, ça peut pas. C'est déjà lourd à porter, lourd entre guillemets, à porter. Comment dire, ça prend déjà beaucoup de ouais, place dans notre vie une charge en personnelle. tout Si en cas. plus si en plus on devait le remettre sur le tapis tout le temps, ça deviendrait vraiment lourd pour tout le monde. Donc voilà, chacun vit son truc, on est là, on est présent les uns pour les autres quand c'est nécessaire, et c'est assez sain, je trouve. Voilà. Quoi, c'est un équilibre que tu as réussi à Ouais, trouver. C'est carrément, ça c'est le ça, c'est un principal, équilibre. Ouais, c'est trouver l'équilibre, quoi. Chacun a sa recette, puis après, ça ajuster presque chaque année, ou en tout cas, quand il y a des changements, c'est sûr, c'est toujours quelque chose à ajuster, parce qu'on ne peut pas se baser sur une formule qui a marché tout le temps, parce que ça dépend. Voilà, par exemple, comme tu disais, ton fils, à un moment, soit il grandit, soit il a plus de compétition, donc des fois, tu es obligé de changer certaines choses pour ajuster. Donc, c'est toujours un c'est équilibre ça. qui a Oui, à c'est ça. trouver, pas Mm. forcément simple, mais l'important, c'est de trouver la meilleure Mm. recette, en tout cas. Et Exactement, c'est pour ça. revenir sur les courses que tu prépares, le fait que Mhm. tu sois basé à La Réunion, dans en fait mon esprit, si tu veux, pour faire un peu un schéma, c'est tu vois, bah, par exemple, j'habite en France métropole. On se dit bon, on peut prendre la voiture, on peut aller voir tel endroit, tel endroit. Bon, il y a toujours depuis chez soi, on peut faire quand même beaucoup de choses. Et quand on imagine La Réunion, on voit plus une île où tu es un petit peu comme cloisonné. Est-ce que Mm. il y a des moments où dans ta préparation, ça peut t'handicaper, que ce soit dans le sens des parcours, bien quand même tu peux trouver du dénivelé, mais des fois dans le sens surtout de peut-être faire souvent la même chose. Alors, c'est un super terrain de jeu ici parce que ça grimpe tout de suite en fait. On n'a pas de plat.
Clairement, mon coach, des fois, il me met 80 km sur plat et vallonné. Alors, le plat, je rigole toujours qu'ils mettent ça parce que même si tu restes dans les bas, sur le littoral, sans borne, tu vas avoir au moins 700 de D+. Donc je rigole toujours là-dessus. Non, non, on a un super terrain de jeu. On a par exemple le Maïdo qui est considéré même plus dur que que le Mont Ventoux en hors catégorie. Non, non, on a ce qu'il faut, mais c'est vrai que par moment, j'en ai marre de faire les mêmes parcours. Ouais. Après 3 ans de vélo, je fais souvent les mêmes parcours. J'essaye de varier, mais c'est vrai que c'est difficile, quoi. Sinon, il faut que je prenne la voiture et que j'aille de l'autre côté de l'île et voilà, ça fait des kilomètres en plus. Mais il y a de quoi faire. Mais c'est vrai que le fait de m'inscrire sur 3 courses cette année, 2 courses hors département, ça va me faire du bien parce que ça va me permettre de voir autre chose. Ok. Ouais, bon, après, c'est sûr que bon, tous cyclistes ici, on nous envoie à La Réunion, on est content d'aller faire des parcours, faire un an de vélo là-bas, ça ne nous dérangerait pas, hein. Ah, c'est clair. Parce que c'est vrai que entre le panorama, voilà, comme tu dis, l'école qu'il y a quand même sur place, c'est quand même. On Ah n'en oui, non, mais parle il y a, pas il y a ce beaucoup, qu'il parce qu'il n'y a faut, pas hein. de course. C'est vrai qu'il n'y a pas de course, par exemple, professionnelle, tu sais, UCI. Donc c'est vrai qu'on voit pas Mm. trop d'images, tout ça, mais c'est via souvent les réseaux, on peut voir quand même des images des routes et tout. C'est vrai que ça Non, fait non, quand non, même mais c'est rêver, quoi. superbe. Là, t'as le Maïdo, t'as Sillaos, la route aux 400 virages, tu as la plaine des sables où tu vas jusqu'au volcan avec un paysage lunaire. Non, non, on a vraiment tout le sud sauvage avec les coulées de lave, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais c'est vrai que quand tu y vis et que tu roules tout le temps. Après, je pense que je serais en métropole, ça serait pareil, hein. Je prendrais pas la voiture tous les 4 matins pour faire 500 bornes pour aller rouler ailleurs. Et c'est vrai que ça veut dire dans le sens où côté des courses, ouais, peut-être à 150 bornes, des fois, bon, tu peux prendre la Oui, voiture sans avoir des fois à prendre mm, l'avion ou le bateau ou en tout cas c'est un autre ça. moyen de transport. Plutôt ouais, dans C'est pour ça ce aussi. point de vue-là. Oui, puis c'est pour ça aussi que quand je me suis réinscrit, parce que là, par exemple, pour le Portugal, des fois, je me dis pourquoi je me suis pas inscrit sur le 500, ça aurait été plus logique en fait. Mais je me dis rentrer pour faire que un 500, tout ça, il y a quand même 11 heures de vol, le déplacement et tout, voilà, j'ai envie d'optimiser le truc, quoi. Oui, ça se comprend. Ça se comprend parfaitement. Et au niveau de ta préparation, que ce soit au niveau même du tracé, des équipements, du matériel que tu mets sur ton vélo lui-même, qu'est-ce qui a évolué par rapport au début de ta pratique jusqu'à aujourd'hui? Voilà, savoir un petit peu ce que tu as pu mettre en place et améliorer au cours du temps, en tout cas ce qui te correspond à toi, pour les courses que tu vas faire. Ouais, alors je pense que sur la première édition, j'étais trop lourde. C'est sûr que quand c'est ta première course, tu sais pas trop ce qu'il faut prendre et puis tu as tendance à prendre trop parce que tu as peur t'as peur d'avoir trop froid, t'as peur de pas avoir assez à manger. Donc tu prends beaucoup trop de choses. Donc cette première édition, elle a été top là-dessus parce qu'elle m'a fait prendre conscience que j'avais pas besoin de tout ça. Donc au fil du temps, je m'allège, hein. Donc déjà, j'ai une sacoche en moins. J'ai plus qu'une sacoche arrière et une sacoche sur le top tube, voilà, sur le haut du cadre. Et qu'est-ce qui a changé? Euh, Ouais, je suis vachement plus légère. Je me prends quasiment. Toi, par exemple, je prends plus de vêtements de rechange. Je garde le même cuissard et le même maillot jusqu'à la base de vie, alors qu'avant, j'avais du rechange. Niveau alimentation, pareil, je prends moins. Je prends vraiment l'essentiel. Je sais que je peux trouver dans des supérettes ce qu'il me faut. Et tu me disais préparation de traces. Alors ça, c'est un peu, Oui. pour moi, c'est un peu, je suis un peu nulle là-dessus, je pense. La première année, j'ai rien étudié. En fait, je me suis laissé guider par la trace et j'avais rien regardé auparavant. J'avais commencé à regarder les points d'eau et tout, et quand je me suis rendu compte qu'il y en avait partout, j'ai dit, oh, laisse tomber, ça sert à rien que tu les notes tous, tu finiras bien par trouver de l'eau, et ce qui a été le cas. L'année dernière, j'ai juste regardé un peu le pourcentage des pentes, mais pas plus que ça non plus. Et là, cette année, je me suis dit, allez, cette année, tu étudies la trace du Portugal. J'y arrive pas, en fait. J'y C'est pas ton arrive truc, pas quoi. parce que, bah non, parce que je me dis de toute manière, qu'est-ce que ça va changer en soi? Rien. C'est, je vois pas ce que ça pourrait changer. Alors, le seul petit truc, c'est qu'au Portugal,
Là, je suis encore en phase de réflexion parce que c'est 3 boucles. Une boucle de 500, une de 200 et une de 300. Et moi, donc du coup, la base de vie, point de départ et point d'arrivée est au même endroit. Donc j'ai pris un logement du jour où j'arrive au Portugal jusqu'au jour où je pars. Et donc je me dis, j'ai ce logement. Alors, est-ce que je fais cette première boucle de 500 km d'une traite? Parce que je sais que j'ai un logement qui m'attend. Le truc, c'est que est-ce que j'en suis capable? Donc là, je suis en train de me poser la question, est-ce que je loue pas un truc à peut-être 350, 400 km au cas où et quitte à payer pour rien? Voilà la seule question que je me pose en ce moment, vraiment par rapport au tracé. Mais sinon, pareil pour les points d'eau, j'ai regardé un peu, il y a ce qu'il faut. Après, je me dis que c'est dommage. Je vois, par exemple, j'ai une concurrente, là, elle est déjà arrivée sur le Portugal. Elle est déjà en train de faire des reconnaissances du tracé. Je me dis, bah, il y a plus de fun, en fait. Bon, je pense elle joue le podium. C'est sûr, je comprends, hein, parce qu'on a beaucoup d'attentes sur elle. Elle a déjà été vainqueur de la Race Across Spain sur le 300 km et elle était première au général. Donc il y a beaucoup d'attentes sur elle, hein. Je pense qu'elle a beaucoup de pression aussi par rapport aux sponsors. Donc je pense que voilà, puis elle a toujours fonctionné comme ça. Euh, Même si je recherche j'aimerais bien faire une petite perf quand même cette année. Je sais pas si je suis capable de faire un podium, mais voilà, c'est dans un petit coin de ma tête quand même. Mais je me dire de voir le tracé avant et tout ça, je me dis que c'est perdre un peu aussi l'esprit aventure Le de voyage, l'ultra. Ouais, voilà. Donc, non, étudier la trace, non, je pense que ça m'intéresse pas au final. Toi, j'essaye, mais j'y arrive pas et je pense que ouais, j'ai pas envie. En fait, j'ai envie de garder un peu cet inconnu et la surprise, quoi. Ok. Non, mais c'est vrai parce que des fois, au niveau des tracés, il y en a qui aiment bien regarder un petit peu, bah, comme tu dis, les pourcentages, voir les montées, calculer un peu estimer des temps de passage pour voir un peu où dormir, savoir si tel endroit au niveau de l'enchaînement de col, est-ce que ce serait intéressant de faire une pause. Donc c'est vrai que c'est marrant de constater qu'il y a toujours bah, différentes façons de faire, que ce soit bon, bah, dans la technique, mais même dans l'état Mm. d'esprit. Mm. Et ça se comprend parfaitement. Voilà, le fait en faisant comme ça, c'est vrai que tu te rapproches plus ouais, du voyage à vélo que, bah, comme tu disais si bien, la concurrente, qui sont là, qui vont faire vraiment une reconnaissance pour un peu voir les difficultés du parcours, voir comment peuvent se passer des Mm. enchaînements. Et c'est vrai que bon, Ouais, bah, ça enlève ouais, toute la découverte, ça c'est sûr, parce que bon, on a déjà fait les routes, souvent de journée en plus. Euh, mais après, c'est sûr que ça améliore le côté bon, bah, performance. Donc c'est vrai que c'est toujours un curseur à choisir entre bah, aller plus vers la perf ou plus vers le plaisir de l'aventure. Et c'est ça. je voulais savoir, toi personnellement, en tout cas sur cet enchaînement de 3 courses, qu'est-ce que tu viens chercher comme sensation, comme objectif personnel dessus? Je pense que dès le départ, c'est le dépassement de soi, hein. Alors, je sais pas si c'est la crise de la quarantaine. Je pense pas l'avoir faite, mais cette sensation de se dire, ouais, je suis pas finie, en fait, je suis encore capable de faire des choses. Bon, maintenant, j'ai 45 ans, mais je vais sur mes 46 à la fin de l'année, et de me dire, bah ouais, en fait, je suis encore capable. Parce que dans ma tête, j'ai pas du tout l'impression d'avoir 45 ans. J'ai encore cette fougue de quand j'étais jeune par rapport à la danse classique, à vouloir toujours m'améliorer, être plus forte, me perfectionner. Et je suis contente parce que je me rends compte que bah voilà, c'est toujours là en fait. Et que cette pensée-là, elle vieillit pas. Et que finalement, il y a pas d'âge pour se lancer, même dans une nouvelle discipline, puisque j'en suis un peu la preuve, quoi, hein. Donc, je recherche ça, le dépassement de soi et puis le fait de me sentir vivante. Faire quelque chose pour moi, rien que pour moi, en fait. Par rapport à ces 3 courses, tu as déjà brièvement un petit peu parlé, en tout cas pour le Race Cross Portugal. C'est que bon, l'ultra biking 300, c'est pas considéré comme une course, mais en tout cas, c'est quoi ton objectif en termes de performance sur la course? Est-ce que c'est vraiment d'aller chercher une place ou de finir, par exemple, la Race Cross France, peut-être qui est plus compliqué que la Race Cross Portugal, où tu as à chaque fois pour chaque course vraiment un objectif de temps, de place, quelque chose
de plus en lien avec l'esprit de compétition ou tu restes vraiment sur l'aventure avant tout? Ben, alors déjà, il y a une chose qui à noter, c'est que les règles ont changé. On n'a plus 5 jours comme auparavant, donc 120 heures, on a 96 heures maintenant pour faire les 1000 kilomètres. Donc déjà, d'une, Ah ouais. quoi qu'il arrive, euh, moi je l'avais fait en 4 jours et demi l'année dernière, bon, enfin, les doigts dans le nez, hein, donc à me prendre voilà, comme si j'étais en vacances, donc je sais que je suis capable de le faire en moins de 4 jours, mais voilà, le Race Across France, c'est quand même plus dur parce qu'il y a plus de dénivelé, hein. Il y a 16 500 ou 17 000 mètres de dénivelé positif. Là, le Portugal, il y a 12 500. Il y a un peu moins. Mon objectif, je te dis, j'ai envie d'essayer de performer en fait. J'ai envie d'essayer. Mais après, le truc, c'est que je suis encore assez novice dans cette discipline, surtout dans le fait de gérer son effort. Parce que mon problème, c'est que j'ai tendance à partir vite et après, bah, du coup, tu te fatigues. Je vois ça sur mes entraînements, parce que sur la Race Cross France l'année dernière, j'ai quand même bien géré mon effort sur la durée. Mais là, je vois sur mes entraînements, des fois, mon coach, il me dit, allez, fais un 180 km avec, je sais pas, 2005 de D+, allure ultra. Mais en fait, je le fais pas en allure ultra. J'ai fait un 300 km il y a 2 semaines. Euh, j'ai été explosée à la fin des 300 km parce que j'y suis allée à balle, quoi. Et ça, c'est mon problème. Et en fait, le truc, c'est que j'aimerais bien essayer de performer, mais je sais qu'il faut vraiment que j'arrive à gérer mon effort parce que si je pars trop vite, bah, c'est mort, je vais exploser, quoi. Donc, pour moi, c'est un peu, c'est de l'inconnu parce que jusqu'à présent, c'était juste franchir la ligne d'arrivée. Là, j'aimerais bien essayer de performer un peu, mais en ne sachant pas exactement comment gérer mon effort, tout en essayant de performer. C'est assez compliqué à, à visualiser tout ça et à savoir comment faire le jour J, en fait. Ouais, Donc je oui, comprends. j'aimerais bien. J'aimerais bien performer. Je sais que sur la Race Cross France, ça va être compliqué puisque Elsa est sur le 1000 également, donc elle, c'est une machine. Donc forcément, déjà, elle sera sûrement sur le podium et voilà. Et ouais, non, mais j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien essayer de faire partie ouais, dans le top 5, ça serait top. Voilà, j'aimerais bien. Ok, comme ça, au moins, ça permettra de voir un petit peu bah, comment ça s'est passé. Puis c'est bien d'avoir aussi de savoir un petit peu dans quel état d'esprit bah, tu abordes la course. Parce que des fois, c'est vrai que comme tu as fait les premières fois, quand il va plus en mode bah, voilà, aventure, on prend un peu plus le temps, on limite au maximum les risques bah, d'abandon. Même si ça reste quand même compliqué, il y a toujours des aléas Mhm. en ultra. Quand on part Ouais, sur un esprit un peu plus voilà, de top 5, de podium ou autre, c'est vrai qu'on doit amener une petite part de risque supplémentaire pour arriver à cette performance-là, qui peut faire c'est que ça. bah, soit on va mieux performer, autant ça peut amener aussi voilà, à l'abandon. Donc c'est intéressant de voir un peu voilà, l'état d'esprit en tout cas dans lequel tu abordais bah, surtout ces deux courses, mais notamment bah, la Race Cross Portugal. Et donc tout ça, ce sera l'opportunité d'en savoir plus bah, sur la partie Mhm. débrief après ces trois courses. Bien que ce sera l'occasion de faire quand même des petits posts. Je mettrai quand même des petites actualités évidemment sur Mhm. le compte Instagram pour bah, partager les courses, en tout cas ce que tu as réalisé sur les trois courses. Comme ça donnera Mhm. toujours une petite actualité pour savoir où t'en es et puis ce que tu as fait et avoir un peu le fil de tes aventures. Mhm. Et je voulais savoir également où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram, en tout cas à quel nom. Et si également tu as des partenaires ou des personnes avec qui tu veux remercier, c'est l'occasion, c'est petit Ah, ça, instant c'est génial. promotion. Ça, en plus, je voulais te le demander, ça. Alors déjà, ma Ah, mais il n'y page a Insta, pas besoin c'est de qui? demander, c'est compris dans le podcast, c'est bon. Ah bah, c'est chouette. Alors, ma page Insta, c'est Clip and Ride Birdie. Et mes partenaires, alors j'ai trouvé des super partenaires cette année parce que c'est des entreprises locales avec qui j'ai beaucoup d'affinités, donc c'est vraiment chouette. Donc il y a Triathlon Store Bicycle, c'est un magasin de triathlon
Et en fait, Bruno m'avait déjà sponsorisé la toute première année en m'offrant mon étude posturale. Donc là, cette année, lui, il s'occupe de mon vélo, donc de l'entretien de mon vélo pour la saison 2026. Ensuite, il y a le magasin 03000 à Piton-Saint-Leu. C'est un magasin qui a rien à voir avec le vélo. C'est un magasin de montagne, tout ce qui est sport de randonnée, trek, escalade. Mais du coup, lui, il m'a équipé en vêtements chauds, donc doudoune, sous-vêtements techniques, veste. Il m'a acheté un cuissard, il m'a acheté des chaussures de vélo en plus. Donc vraiment top. Merci Claude. Et là, depuis peu, j'ai pas encore finalisé encore le contrat, mais j'ai trouvé un sponsor qui s'appelle InVegetal. Donc c'est euh, deux hommes qui ont créé une société où ils fabriquent des gourdes de patates douces. Donc c'est production locale. Avec aucun conservateur, aucun produit chimique ou quoi que ce soit dedans, c'est de la patate douce, du curcuma, de la cannelle, voilà. Et moi qui ai beaucoup d'allergies et d'intolérance alimentaire, je suis hyper contente qu'ils me soutiennent. Donc là, ils me soutiennent en me donnant une dotation pour mes entraînements et ma course. Et ils vont m'aider financièrement pour un trajet Réunion Métropole. Voilà. Donc là, c'est vraiment très, 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 très chouette. Ouais, ouais, ouais. Des Ouais, super entreprises, des c'est personnes. sympa de voir un peu voilà, des partenaires locaux qui ont l'air quand même très investis et en Complètement. plus qui t'aident dans pas mal sur pas mal de points en tout cas différents de ta pratique. Et ça, c'est cool. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, en tout cas, de super partenaires en tout cas pour cette aventure. Euh, on pense que le podcast est fini, mais pas tout à fait, parce que bah, par tradition, il y a le mot de la fin que je laisse à mon invité sur le podcast, dans lequel il peut exprimer bah, en fait globalement ce qu'il veut pendant le temps qu'il veut. Et dans les faits, bah, souvent, voilà, c'est soit revenir sur un point qu'on n'a peut-être pas détaillé dans l'épisode, ça peut parler de sport, de personnel. Voilà, il y a pas de sujet. Ça permet aussi de sortir un petit peu, voilà, en tout cas du contexte de l'épisode qui était voilà les trois courses, ultracyclisme. Donc c'est un peu l'occasion d'aborder le sujet que tu veux pendant le temps que tu veux. Donc voilà, le podcast en tout cas est tout à toi. Si tu as besoin d'un quelques temps pour réfléchir, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais en tout cas, voilà, le podcast est rien qu'à toi. Yes, merci. Bah, moi, il y a vraiment un sujet qui me tient à cœur, c'est la femme en général, la place que la femme se donne dans la vie. Je dis pas forcément qu'elle doit se lancer dans le vélo, hein, mais je trouve que les choses s'émancipent au fil des ans, mais la femme, elle a encore du mal à se prioriser et à s'accorder du temps pour elle. Et je trouve que c'est important. Et finalement, on pense qu'on peut pas se le permettre. Comme je te disais, soit on culpabilise, soit on se dit qu'on n'a pas le temps parce qu'effectivement, on a beaucoup de choses à gérer au quotidien. Bon, après, ça dépend de comment les familles fonctionnent. Mais c'est vrai que voilà, la femme a tendance à s'oublier. Et moi, je veux leur montrer et leur faire comprendre que il y a plein de choses qui sont pas importantes. Moi, j'ai longtemps pas compris ça. Maintenant, bah, le ménage, il passe en dernier, la paperasse aussi, et il y a plein de choses que je fais plus ou je fais, mais que j'accorde beaucoup moins d'importance pour pouvoir justement m'accorder ce temps pour moi. Et que finalement, comme je le disais tout à l'heure, prendre soin de soi, faire des choses qu'on aime, nous rend meilleurs et nous rend plus apte à être une meilleure maman, par exemple, ou une meilleure compagne, voilà. Et c'est aussi un bon exemple pour les enfants. Moi, je vois que mes enfants, ça a changé aussi la vision qu'ils ont de moi. Et je trouve que tout ça, c'est très positif. Voilà. Donc, c'est pas forcément le vélo, hein, mais ça peut être vouloir se lancer dans la couture, faire partie d'un club de lecture, voilà, ou simplement aller voir des amis, voilà, mais s'accorder du temps. Voilà, en tant que femme, je trouve que c'est très très important. Voilà mon message. Bah, merci en tout cas pour ce message partagé. Et puis bah écoute, en tout cas, tout de bon pour la suite et la fin de ta préparation et surtout pour tes trois courses. Et puis on se retrouvera bah, après pour faire Merci le beaucoup. débriefing de tout ça.
Et merci pour ton temps en tout cas. À très bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.